Mais oui les amis, mais oui j'ai tout chez moi. J'ai tout, j'ai tout ce que vous voulez, toutes les armes de tous les mangas, je les bricole. Regardez, avec un vieux bout de hache que j'ai scotché et un vieux sabre que j'avais parmi mes vieux jouets. Et voilà, Rita. Bon. Alors les amis, mais putain, qu'est-ce que c'est bien Nanatsu no Taizai. Qu'est-ce que c'est bien. Je veux dire, c'est quand même vachement bien. Enfin, je veux dire, le chapitre 169 pardon, et celui-là. D'ailleurs, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de review pour le chapitre précédent parce que j'avais beaucoup trop de travail malheureusement. Mais putain, c'est quand même vachement bien. Enfin, je veux dire, le développement de personnages, la narration, la révélation finale du chapitre 170. Je veux dire, vraiment, c'est très très bon quoi. C'est bon. Et j'encourage vraiment tout le monde à lire ce manga, hein. C'est vraiment pour les gens qui recherchent, qui n'arrêtent pas d'essayer de chercher le nouveau descendant dans les shonen, voilà celui qui reprendra la route vers le Big Three, hein, le trio Bleach, Naruto, One Piece, et qui suit un petit peu, vous voyez, on a eu Dragon Ball, puis ensuite One Piece, Naruto, Bleach. Bon, Bleach est un petit peu descendu, il y a eu une Toriko aussi, il y a un moment qui est monté, puis on a eu plein d'autres, il y en a plein d'autres. Mais Nanatsu no Taizai, c'est excellent. C'est excellent, Nanatsu no Taizai. Autant du point de vue de l'intrigue, des enjeux, que des personnages, du développement intérieur des personnages, du dessin même, qui est pas trop mal, j'aime bien. Je sais pas, de l'imaginaire dans lequel évolue l'histoire, un petit peu une sorte de magie, un petit peu, voilà, Bretagne, Europe, Moyen-Âge, si vous voulez. Non, c'est excellent. Bon, la review désormais. Donc, avant toute chose, j'aimerais commencer sur enfin, tout simplement, ouais, oh là, attention. Oh. Juste à commencer avec un bref récapitulatif de ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. C'est pas une review, vous inquiétez pas, hein, rassurez-vous, je vais pas faire une review du chapitre 69, mais simplement, voilà, rebondir sur ce qu'on a vu dans le chapitre. Alors, premièrement, c'est par rapport tout simplement, c'est par rapport au passé des scanners, évidemment, je vais rebondir juste après sur ce qu'on voit des scanners dans le chapitre. Le passé des scanners est super intéressant, mais en même temps reste assez mystérieux. On va pas au fond des choses et c'est bien justement. On le voit apparaître dans une famille royale, dans les bras de ses parents, et il a un petit frère avec lequel les choses ne se passent pas très bien. Son pouvoir se révèle quand il est petit, il blesse son frère, il se voit affubler un petit peu une aura de démon, voilà, ou d'être maudit, et du coup les gens ont peur de lui, et il s'enfuit, et grâce à sa je suppose, il me semble, hein, sa nounou tout simplement, qui s'appelle Rosa, ça doit être ça, hein, ou alors une femme inconnue, j'avoue que je ne sais plus trop bien, mais enfin en tout cas une femme à travers laquelle voilà, il peut s'enfuir. Et ensuite, il rencontre, alors il agit un petit peu comme une sorte de super-héros si vous voulez, il se balade dans tout ça, et puis il apprend un petit peu à être craint de tout le monde si vous voulez, à vivre un petit peu comme une bête que les gens devraient craindre, et un jour il tombe sur la seule femme qui ne détourne pas le regard devant lui, qui ne le prend pas comme une bête terrifiante, et c'est Merlin. Et c'est ce qui explique finalement la relation qu'ils ont entre les deux, ou du moins les sentiments que Escanor a pour Merlin. Et ce que j'aime bien dans les relations amoureuses comme ça, dans les mangas, quand c'est dense en fait. Quand dans les shonen, je suis pas contre du tout les romances, mais simplement quand c'est dense en fait. Quand il y a vraiment du sens, quoi, quand ça porte quelque chose pour l'histoire. Et en l'occurrence, c'est très dense ici, puisque ça en dit long sur le personnage d'Escanor, et sur le fait que ce personnage, et c'est mon deuxième point, donc du coup, est fondé complètement sur le manque de confiance en lui-même. Et justement, ce manque de confiance est un pied de nez génial, et d'ailleurs inversement également, au pouvoir lui-même qu'il obtient quand il est midi, puisque finalement il gagne la possibilité d'être le soleil, d'être l'arrogance même, d'être le lion, la fierté, et de ne plus du tout subir ce pouvoir, ce contre-pouvoir si vous voulez, de l'angoisse quoi, par rapport à sa propre personne. Et ce personnage, on voit très bien qu'il est rempli de peur, mais c'est une peur qui est par rapport à, comment dire, hop, je passe de l'autre côté, qui est une peur relative à ce que les gens peuvent penser de lui, mais pas dans le sens j'ai peur que les gens ne m'aiment pas ou que ce soit. C'est davantage, ne me respectent pas, c'est davantage l'idée qu'il a peur de ne pas être à la hauteur des autres en fait, et de ne pas être à la hauteur de l'amour de Merlin, en ce qui concerne Merlin particulièrement. Donc. Et je trouve ça magnifique, ce personnage est vraiment génial, et c'est un petit peu là où je veux en venir. Putain,
je veux dire, faites qu'Escanor soit le héros de cette histoire. Enfin, je veux dire, depuis le début, il a un charisme extraordinaire, ce personnage. Il est touchant, il a énormément de charisme, il a énormément de puissance. Je crois d'ailleurs que c'est quand même un des plus puissants depuis le début du manga. Je crois quand même que c'est un des plus puissants qu'on ait vu. Et voilà, et ce personnage est vraiment excellent, et c'est, je le dis, mon personnage préféré dans Nanatsu no Taizai, voilà, c'est dit. Je trouve qu'ensuite, en termes de développement, on a Ban aussi qui est très bien développé. Et je trouve aussi que Machine, la grande, là, comment elle s'appelle déjà, Diane, est pas mal développée aussi. Gother est pas tant que ça développé, mais ça reste un mystère, c'est justement pour ça, et c'est intéressant. Et aussi le fait qu'il cherche un cœur, c'est bien. Mais de toute manière, tous les personnages ont reçu un développement. Dans Nanatsu no Taizai, les choses sont vraiment... chaque personnage est vraiment respecté au moins un minimum. Sauf Jericho. Jericho, je l'aime pas du tout. Enfin, je trouve que l'auteur l'a un petit peu malmenée. Enfin, je trouve qu'elle est un petit peu, on dirait un peu une hystérique, quoi. Enfin, je veux dire, elle a pas vraiment de respect pour elle-même. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. Voilà. Et je trouve que justement l'angoisse d'Escanor fait vraiment un excellent balancier avec son propre pouvoir, qui également contraste avec son caractère, le caractère qui change complètement quand il est en forme soleil, et en forme midi, hein, en forme de midi, et quand voilà, il revêt un petit peu le caractère, le rôle du paladin justicier, et face à, si vous voulez, comme ça, quand il est comme ça, face à Gother, il est vraiment dans l'optique de la vengeance, enfin pas de la vengeance, mais de la leçon de vie carrément. C'est-à-dire, tu veux jouer avec les sentiments, tu veux jouer avec le cœur et les angoisses de chacun, très bien, mais moi je vais te montrer... Enfin, en gros, voilà, je vais te stopper parce que c'est juste c'est juste inadmissible, bien évidemment, c'est inconcevable. Et voilà, le péché qui aime jouer avec les... Enfin voilà, il s'avance un peu en inquisiteur, voilà la façon de punir le péché qui veut jouer avec les sentiments des autres. Et je trouve que cette espèce de caractère un peu inquisiteur, un petit peu paladin justicier, est vraiment excellent par rapport à son personnage de Minuit, qui est beaucoup plus voilà, dans l'angoisse et dans ses angoisses. Et donc on voit un petit peu voilà, ce côté un peu parallèle angoisse, enfin démon angoisse, et l'autre côté fierté et amour avec espoir avec le personnage de Merlin. Et ce qui est super intéressant, et là je reviens à mon troisième point, c'est que son pouvoir, en fait, on peut voir que son pouvoir n'est pas uniquement enclenché grâce à la présence physique du soleil, mais peut également être enclenché par une présence, par une manifestation, une incarnation idéale, je sais pas si ça se dit, en forme d'idée, sous la forme d'idée du soleil, si vous voulez, de la lumière, de l'espoir. Et c'est vrai, si vous voulez, le soleil, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la lumière, c'est le fait de voir, c'est la clarté, c'est le fait que l'avenir est radieux. Et c'est la confiance en fait dans ce qu'on voit par rapport aux ténèbres qui sont l'obscurité et le fait de ne pas voir et de ne pas avoir confiance dans ton environnement. Et là, en ce qui concerne Merlin, finalement, Merlin, c'est la personne avec laquelle il est projeté en avant, et c'est la personne qui lui a donné la première fois de l'espoir et du repos de l'âme. Aussi également, je dirais, de l'apaisement, voilà. Et on voit que finalement dans le chapitre 169, on voyait que Gother jouait avec ses sentiments, mais c'est pas jouer tant que ça, c'est simplement le mettre face à ses angoisses. Et le fait de le mettre face à ses angoisses, c'était une Merlin qui lui dit en gros: ah mais non, je t'aime pas, t'es vraiment trop faible, t'es vraiment trop heureux, et t'es vraiment pas à la hauteur de moi. Et en fait, c'est pas Merlin qui dit ça, bien sûr, c'est ce qu'imagine Escanor. C'est la peur d'Escanor de ne pas être considéré comme méritant, en fait. De pas être considéré comme assez qu'on n'y fasse pas assez confiance, voilà. Et voilà, et du coup c'est super intéressant également pour voir en ce qui concerne le pouvoir d'Escanor, puisqu'on s'aperçoit qu'il est capable de en fait atteindre la chaleur du soleil. Ça on le savait déjà durant l'arc, on l'avait appris durant l'arc des vampires, mais également le fait que il n'a pas besoin d'être en présence du soleil, et que surtout en fait, c'est son corps qui manifeste la chaleur, et il peut ensuite la véhiculer. Alors il dispose aussi d'une grande force, hein, donc sa force est augmentée quand il est dans ce pic de chaleur, et ensuite sa chaleur, il peut la diffuser à travers sa hache, absorber la chaleur et la renvoyer de manière extrêmement puissante face à ses ennemis. Donc voilà, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Il atteint un niveau de 28 000 et quelques, donc je crois que c'est plus que ce qu'on a jamais eu, il me semble. Ah non, Meliodas, je crois, quand il est en forme ultime démon, je sais pas quoi, il est plus puissant, il me semble. En ce qui concerne donc le combat qu'on a ensuite entre lui et Gother, bah c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui est très
très dense en matière émotionnelle, et l'autre on a un personnage qui est très creux en manière émotionnelle, et c'est pas mauvais, c'est comme par exemple un personnage comme Ulquiorra dans Bleach, c'est justement le principe des personnages que d'être creux, d'être vide, et c'est justement son enjeu, c'est-à-dire qu'il veut se remplir d'émotions, de choses. Et donc le combat est intéressant de ce point de vue là, même s'il ne dure pas, puisqu'il se termine par un truc qui m'a saoulé au début quand je l'ai vu, je me dis oh putain non. Je le sentais si vous voulez que finalement Escanor n'allait pas gagner, et évidemment il se prend en plein cœur la flèche en plein torse, la flèche ultime de je sais pas quoi de Gother. Et finalement ce qui est excellent, c'est que au dernier moment du chapitre, au dernier moment, à l'avant-dernier moment, je me dis oh non, oui, effectivement. Donc Escanor a une faiblesse. Et l'idée d'imaginer Escanor avec une faiblesse, c'est un petit peu Escanor en mode, évidemment, en mode midi, hein, en mode soleil, qu'il ait une faiblesse, c'est un petit peu dommage. Mais évidemment, non. Et c'est génial parce que l'idée que sa vraie cible était, depuis le début, les deux démons Gloxinia et Dolor, mais c'est génial parce que ça nous dit une chose très intéressante. C'est que là où on pouvait penser durant l'arc des vampires que le pouvoir d'Escanor pouvait lui faire un peu perdre la tête et qu'il ne pouvait plus en avoir le contrôle et qu'il était un peu emporté dans son espèce de fierté, d'arrogance, tout ça. Non, là on voit très bien qu'il reste maître de lui-même, que peut-être il a pu faire grandir ce pouvoir et qu'il reste tout à fait, qu'il se contrôle complètement et qu'il a fait semblant, et ça c'est excellent, c'est vraiment remarquable de la part de l'auteur parce que finalement voilà, il nous a trollé d'une certaine manière pendant tout le manga, ou pendant tout le chapitre je veux dire. Et donc à la fin, Dolor et Gloxinia abattus, c'est quand même complètement dingue. Ce mec a fait plus de dégâts en quelques chapitres que tous les 10 péchés capitaux réunis. Enfin je sais plus combien il y en a, les 7. Enfin les 6 autres si vous voulez. C'est hallucinant quand même ce qu'il a fait ce personnage. Donc ouais, non, il est impressionnant d'un bout à l'autre, extrêmement charismatique, avec un caractère design magnifique, avec une moustache de la gloire ultime. Et voilà quoi, c'est juste faites que ce personnage devienne le personnage principal. Voilà, c'est tout. Non mais il est excellent quoi. Donc voilà chers amis, donc c'est un petit peu tout ce que je dirais de ce point de vue là pour ce chapitre. Mettez un pouce vert si vous avez apprécié, un pouce rouge si vous n'avez pas apprécié du moins ma review. Mais en tous les cas, mettez en commentaire votre avis. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le chapitre 171 de Nanatsu no Taizai. En attendant, je vous dis ciao.